Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, après de longs mois de discussion, de débats, de contestation ou de soutien, notre Assemblée doit à son tour examiner ce projet de loi sur le mariage pour tous. Permettez-moi d'abord, en premier lieu, de remercier le groupe UMP du Sénat qui me permet d'intervenir dans le cadre de cette discussion, alors même que ma position n'est pas majoritaire. Cette liberté d'expression et de pensée honore le groupe auquel j'appartiens. Permettez-moi aussi de vous dire, si nous adoptons ce texte, j'en suis convaincu, nous contribuerons à accompagner et à conforter l'acceptation, la normalisation, voire même, étape ultime, la banalisation du mariage entre personnes du même sexe. Nous permettrions à ces personnes d'exercer une liberté reconnue par le Conseil constitutionnel comme liberté personnelle. Nous donnerions tout son sens à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Nous rendrions pleinement applicable sur notre territoire national l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, nommé tout à l'heure par Patrice Gélard, qui affirme à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Il ne dit pas l'homme et la femme doivent se marier ensemble. En accordant ce droit, nous honorerions notre réputation ainsi que notre devise nationale qui orne les frontons de nos édifices. Liberté de se marier, égalité de traitement des situations identiques, voici, je crois, l'avancée proposée par le projet de loi qui nous est soumis. Derrière l'apparente simplicité de l'intitulé de ce projet de loi, de multiples questions sont cependant soulevées, mettant en exergue la complexité des schémas familiaux actuels. L'opposition qui s'exprime à l'encontre du mariage entre personnes du même sexe semble parfois porter davantage sur le terme de mariage et sur ses effets induits que sur l'acte lui-même. En ce qui concerne la terminologie, il est certain que le vocable mariage comporte une connotation religieuse dans l'inconscient collectif hérité de notre culture judéo-chrétienne. Dès lors, même si les religions ne confèrent pas toute une dimension sacramentelle au mariage, même si, dans nos sociétés actuelles, le mariage est un acte purement civil, même si les évolutions liées à la législation sur le mariage et à son alter ego, le divorce, ont affecté la dimension pérenne de l'union, il n'en demeure pas moins que subsiste une figure idéalisée du mariage, union d'un homme et d'une femme. Le mariage suppose l'altérité, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, il est l'expression de la rencontre avec l'autre dans sa différence. Dans cette optique, reconnaître le mariage homosexuel porterait atteinte à cette altérité basée sur la différenciation indispensable à toute forme de vie. Dès lors, parler de mariage pour un couple de même sexe reviendrait à nier cette altérité ou, pour le moins, conduit à en redéfinir le contenu, qui est l'autre, semblable ou différent, reflet ou vis-à-vis. Nous sommes donc face à un projet qui, par-delà les droits et obligations qu'il peut conférer, exprime une vision de l'homme, de la société, de notre démocratie. À l'instar de la loi sur l'IVG, à l'instar de la loi sur l'abolition de la peine de mort, nous sommes face à un texte qui nous oblige à nous interroger sur nos valeurs, notre conception de la société et plus particulièrement ici sur sa cellule de base qu'est la famille. Nous interroger, mais sans pouvoir avoir les réponses à notre questionnement, pousser une porte sans savoir si elle nous conduit vers un nouvel espace de droit ou liberté, ou, si tel Pandore, nous ouvrons une jarre dont le contenu peut nous échapper, nous dépasser. C'est bien là tout le sens des réflexions, des résistances, des oppositions qui se manifestent. En effet, reconnaître le mariage entraîne ipso facto le droit à fonder une famille, et le texte sur lequel nous sommes amenés à nous exprimer atteste de cette indissociabilité, même si le mariage n'est plus l'institution qui fonde les règles de la filiation. En effet, ce texte, comme je l'indiquais précédemment, fait dans son titre référence uniquement au mariage. Or, différents articles, on en a suffisamment parlé, sont consacrés à la filiation adoptive notamment. Ainsi, insensiblement, nous glissons du mariage entre deux individus
à la construction d'une famille. Si désormais la reconnaissance de droits et devoirs à des couples qui souhaitent affirmer leur stabilité sociale tout autant que leur affection profonde est majoritairement admise, les questions liées à la filiation posent davantage débat. C'est bien sûr cette question qui touche à l'enfant en tant qu'individu, mais peut-être aussi en tant qu'expression de l'avenir, en tant que prolongement de nous-mêmes, que les réticences s'expriment avec le plus de force et de vigueur. C'est aussi sur ce domaine que nul aujourd'hui ne peut établir de certitude. L'amour est-il suffisant à construire un être ? Dans quelle mesure le schéma social pèse-t-il sur la construction individuelle ? Le droit et l'amour peuvent-ils supplanter la biologie ? Et tant d'autres questions encore. Et pourtant, mes chers collègues, ces incertitudes doivent-elles empêcher d'avancer ? Ces incertitudes doivent-elles nous condamner à l'immobilisme ? Ces incertitudes doivent-elles priver certains de nos concitoyens de droits ? La peur n'a jamais empêché le pire de se produire. Plutôt que de le refuser ou le nier, il convient davantage de l'anticiper et de le préparer. Ainsi, les questions soulevées par la reconnaissance de la famille homoparentale, si elles le sont avec davantage d'acuité, n'épargnent pas pour autant les autres modes de composition familiale. Famille traditionnelle, famille homoparentale, famille monoparentale, famille recomposée, les modes de filiation sont divers également et les méthodes de procréation, en évolution constante, posant par là même des interrogations majeures en termes d'éthique. Beaucoup ont parlé ici de PMA, de GPA, sans obligatoirement savoir qu'il s'agit tout simplement de techniques médicales qui permettent de lutter pour l'instant contre la stérilité. Comment concilier volonté légitime de fonder une famille et protection de l'enfant dans sa construction psychologique ? Comment concilier droit à et droit de ? Comment faire que la fiction juridique ne prime pas sur la réalité physiologique ? Reconnaître la possibilité d'adopter présente l'avantage d'offrir une stabilité à l'enfant, lève les tabous, renforce la transparence, ce qui est bénéfique pour son épanouissement. Il n'est en effet rien pire que le secret, le non-dit. De ce point de vue, je souscris à la proposition faite. En revanche, il me paraît impératif et impérieux de dissocier adoption plénière et mariage. En effet, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine et, de ce fait, interdit l'établissement de toute autre filiation. Or, il va de l'intérêt de l'enfant de ne pas donner à l'enfant une, excusez-moi l'expression, entre guillemets, homofiliation, de ne pas faire primer la fiction juridique d'un enfant né de deux personnes de même sexe, de le faire apparaître sur l'état civil comme issu de deux hommes ou de deux femmes. Ceci me semble fondamental et traduit la volonté de protéger l'enfant et de ne pas en faire l'enjeu ou l'otage de promesses électorales. Ouvrir l'adoption plénière aux couples mariés sans aucune restriction, comme le fait le projet de loi, sans le dire, c'est reconnaître qu'une personne, pour avoir son identité à la fois marquée comme décrochée de la filiation naturelle et tronquée, dépourvue soit d'une ligne paternelle, soit d'une ligne maternelle. Je conclus, Monsieur le Président, parce que je vois que le temps passe, pour vous dire, Victor Hugo, dans son poème « L'enfant paré », disait « Seigneur, préservez-moi, préservez ce que j'aime, frères, parents, amis et mes ennemis même. Dans le mal triomphant de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. » Ce texte, sous réserve des limites importantes que je viens d'évoquer, constitue, selon moi, une avancée. Aussi, si nous l'adoptons, modifié en particulier sur l'adoption, nous aurons la satisfaction de penser qu'en exerçant notre mission, nous aurons contribué à ensoleiller quelques vies. Merci.